On a accueilli, pardon, en 2023, 6 695 jeunes et nous avons un effectif de 127 salariés. Merci Clotaire. On va passer à Marie. Oui, bonjour tout le monde. Marie Berton, moi je suis responsable qualité à la mission locale Strasbourg et Eurométropole. On a été labellisé en décembre 2023, suite à la commission du 21 décembre. Et donc la mission locale de Strasbourg, là cette année, l'année dernière, on a accompagné 5500 jeunes. Merci beaucoup Marie. Nous avons Marilène également. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Marilène Desgers, donc je suis la directrice de la mission locale l'Aigle-Mortagne, donc en Normandie, dans l'Orne. Au niveau de ma structure, donc une mission locale très rurale, hein, puisque l'ensemble de mon territoire est en zone de revitalisation rurale. 32 salariés, 1550 jeunes accueillis en 2023 et on porte un chantier d'insertion. Merci Marilène. Et enfin Jérôme. Bonjour, donc Jérôme Perron, directeur de la mission locale de la presqu'île guérandaise en Pays de la Loire. Donc Pays de la Loire, 21 missions locales et Loire-Atlantique plus précisément. Mon département, nous sommes donc 8 missions locales. Nous sommes aussi une mission locale rurale, on va dire de petite taille. Nous sommes 15 salariés. Nous accueillons en accompagnement 900 jeunes sur une année et nous avons été audités le 19 décembre dernier. Merci à tous. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, les 4 missions locales donc, qui sont présentes parmi nous aujourd'hui et qui vont témoigner, donc voilà, ont différentes tailles en termes de structure et aussi ont des environnements différents. Ça nous paraissait quand même intéressant de pouvoir montrer un petit peu la diversité du vécu, en tout cas de l'audit, en fonction aussi des spécificités des structures. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le concept, en tout cas, de ce webinaire, ça va plutôt être de notre côté, voilà, on va poser des questions à ces structures labellisées. Ensuite, elles vont pouvoir faire leur retour par rapport aux expériences qu'elles ont vécues. N'hésitez pas, j'insiste, à poser vos questions dans le chat. Nous avons également Clémence, et je m'excuse, j'ai oublié de la présenter, Clémence Lair, qui fait partie de l'UNML également, qui va suivre vos questions et qui pourra nous les rapporter. Merci à tous. Et donc, on va commencer. Alors, messieurs, dames, donc Jérôme, Clotaire, Marilène et Marie. Tout d'abord, des premières questions sur l'appropriation de la démarche. Comment vous êtes-vous lancés, en fait, dans cette démarche? Quelles ont été les premières étapes? Jérôme, Marilène, est-ce que vous avez des points à revoir à ce sujet-là en particulier? Moi, je veux bien commencer. Ouais, en fait, pour nous, en fait, le lancement dans la démarche a tout d'abord été porté par une envie du conseil d'administration de la mission locale, déjà de répondre en fait à l'appel au volontariat qui avait été fait au niveau national par l'UNML. Et donc déjà, cette volonté était engagée. Ensuite, pour nous, le projet de labellisation, en fait, a été suggéré très rapidement au niveau de cet investissement. Et puis, on a commencé tout d'abord par interpeller nos administrateurs et administratrices, le 30 mai par un courrier, en leur demandant, voilà, on vous invite à une réunion d'information. Venez découvrir ce qu'est la labellisation et puis ce vers quoi on pourra peut-être demain aller vous chercher pour y participer. Alors, je ne vous cache pas que déjà, cette rencontre a été annulée, faute de nombre suffisant de réponses. Mais cela, ça ne nous a pas inquiétés, ça n'a pas remis en cause la démarche, on est assez insistant. Donc, du coup, le 24 juillet, un peu de temps après, on a retransmis un nouveau courrier à toutes ces personnes et aux salariés pour demander qui serait volontaire pour venir participer à des temps d'échange, surtout en planifiant et en montrant déjà ce vers quoi on voulait aller, pour que les personnes aient bien une prise en charge à peu près de ce vers quoi on voulait aller. Donc, on n'a pas eu beaucoup de réponses. À l'interne, on a eu un salarié qui s'est positionné. Par contre, on a eu 3 membres du conseil d'administration qui se sont positionnés. Pour finir, le 19 décembre, quand on s'est rencontrés la toute première fois pour présenter en fait la démarche aux personnes volontaires, il y avait la direction qui était présente, donc moi-même. On était 2 salariés et un membre du CA. Ça, c'était notre premier petit groupe, on va dire.
Et puis, au fur et à mesure du temps, d'autres salariés sont arrivés parce qu'en fait, on continuait à en échanger. Pour finir, en fait, on était un groupe de 6 personnes, qui étaient donc, toujours direction, membres du CA et donc 4 salariés, dont une personne qui chez nous est en alternance. Et ça lui permettra également à elle, par rapport à son support, on va dire, d'oral, de pouvoir justement, parler de la labellisation du réseau des missions locales. Donc on est une équipe de 15, je le rappelle, et puis voilà, on a été 6 entre guillemets à porter le label pour la structure. Mais bien sûr, tout le monde était participant au final pour, alimenter et participer à la fourniture, des preuves et des éléments, qu'on a eu besoin. Voilà pour nous, rapidement. Merci beaucoup, Jérôme. Je fais également intervenir Marilène. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra bien sûr rebondir sur les explications qui nous sont données, bien évidemment. Et Marilène, quant à vous, comment vous avez procédé? Alors, chez nous, ça a été un petit peu différent, déjà par rapport à l'histoire de la labellisation, puisqu'en fait, très convaincue que mon conseil d'administration, en effet, souhaiterait s'associer à la labellisation. Je l'ai présenté dès que nous avons reçu les documents de communication au niveau de l'UNML sur certains se rappelleront ou ont déjà peut-être exploité ce PowerPoint où on avait une présentation de labellisation, pardon. Et donc, c'est un outil que j'ai présenté rapidement en mai au niveau du conseil d'administration. Et à ma grande surprise, le vice-président a été plus que convaincu et convaincant puisqu'il a dit la mission locale Aigle-Mortagne sera labellisée en 2023. Donc, je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais pas vraiment programmé dans mon agenda ni dans l'organisation cette labellisation aussi vite. Et finalement, comme à la mission locale, on est beaucoup en mode projet autour de toute l'activité, en regardant de plus près la labellisation, je me suis vite rendu compte que finalement, on allait pouvoir mobiliser tout ce qui existait déjà au sein de la mission locale, aussi bien dans nos instances participatives, auprès des équipes, des jeunes, des élus, et qu'au final, on arriverait peut-être en effet à candidater assez rapidement. Donc, on a candidaté en fin d'année. Bon, de ce fait, on est rentré dans la labellisation en début d'année puisqu'on a attendu un petit peu notre date, mais pas beaucoup. Et sur la fin d'année, il y avait déjà des missions locales qui s'étaient positionnées. Donc, on était dans cette organisation-là, plus particulièrement sur l'équipe. Alors, pourtant, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur le volontariat, enfin, dans les projets ou être candidat. Là, pour le coup, 6 mois pour mettre toute la labellisation en place et l'audit. Donc, la question ne s'est pas posée puisque, en fait, ils n'ont pas été volontaires, ils ont été nommés. Et dans l'organisation, moi, j'ai créé une petite équipe autour de mes chargés de projet, plutôt de personnes qui étaient en capacité de travailler sur soit de la formalisation, de la mise en forme et de la réflexion de sujets. Et après, j'ai fait le choix toutes les semaines de faire des va-et-vient en équipe on avait instauré en réunion d'équipe la demi-heure de labellisation où on était plutôt en format World Café à travailler sur les sujets qui nous manquaient pour cette labellisation. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors après, je ne vais pas aller sur le champ parce que je sais que j'ai eu la chance que mon collègue du Havre commence avant moi le travail de labellisation et qu'il est très partageur. Donc, je n'ai pas fait les mêmes, je ne vais pas dire les erreurs parce que je ne serais pas prétentieuse à ce point-là, puisqu'il s'est essayé au début en plutôt étant sur un recrutement externe et je me suis dit qu'il valait mieux. Il valait mieux rester, vu le temps qui nous restait, entre nous, entre professionnels de mission locale, avec une connaissance et une compétence vraiment importante de notre réseau, puisque tout le monde a regardé le référentiel, j'imagine, et les questions qui peuvent être pointues, surtout sur le volet accompagnement, en tout cas, moi, qui me semblait un petit peu plus éloigné de mes compétences. Donc, on a préféré rester vraiment sur de la compétence interne. Merci beaucoup, Marilène. Clémence, je crois. Alors, une question qui nous vient d'Olivier Pelliot. Est-ce que vous pourriez préciser l'implication des salariés dans le processus? Alors, à noter voilà, qu'on reviendra aussi plus spécifiquement là-dessus. Clotaire, bien sûr. Oui, sur
chez nous, sur l'implication des salariés, un peu comme les collègues, on a présenté vraiment la démarche à l'ensemble des salariés à plusieurs reprises. D'abord de façon collective, de façon à ce que chacun puisse faire état de ses questions. L'idée étant de présenter les enjeux, l'importance que la démarche revêtait, ce dont on allait avoir besoin, l'organisation qu'on envisageait de mettre en place, et puis la projection en termes de calendrier, en insistant sur le besoin qu'on allait avoir de l'ensemble de l'équipe, des personnes qui sont à l'accueil jusqu'au directeur. Tout le monde avait sa place et donc c'est à chaque niveau une présentation en termes d'exemple de ce qu'on attendrait, par exemple, d'un agent qui est à l'accueil, en lui disant que de toute façon, le jour de l'audit, c'est lui qui serait le premier ou la première personne vitrine. Les conseillers, quelle que soit leur mission, allaient en fonction de leur thématique être mobilisés. Et les cadres de direction également. De façon pratico-pratique, l'implication des équipes s'est faite par des interrogations chaque fois qu'on avait besoin soit d'éléments de preuve ou d'éléments d'argumentaire. On faisait un appel et chaque salarié qui se sentait avoir des informations soit le remontait directement à son responsable ou directement à la personne qui était référente ou à l'assistante de direction. Donc, tous les salariés ont de cette façon été mobilisés pour apporter leur contribution à la construction de notre argumentaire et nos éléments de preuve. Si je résume, et c'était peut-être aussi une question que le participant se posait en termes du coup de mobilisation pour les salariés, a priori, d'après ce qu'on en comprend, ça n'a pas été plus difficile que ça, c'est-à-dire que vous avez réussi à les mobiliser au fur et à mesure pour chacun d'entre vous, hein, dans la démarche, peut-être à force de pédagogie, d'après ce que je comprends. Jérôme, oui? Oui, moi je veux bien compléter effectivement aussi ce que dit Clotaire, c'est qu'on était vraiment sur une démarche, nous, sur la presqu'île, de présenter régulièrement le label, même si moi j'avais fait un appel au volontariat, on est vraiment sur des personnes qui se sont intégrées au fur et à mesure du temps. J'ai pas eu un groupe qui s'est construit tout d'un coup. C'est-à-dire que c'est à force d'en parler ensemble, aussi de démystifier peut-être certains doutes qui peuvent aussi arriver par rapport à éventuellement une charge de travail ou quelque chose. C'est aussi, je pense, rassurer les gens que on va travailler ensemble et on va construire les outils ensemble et que tout le monde aura la même appropriation des outils. Donc moi, c'est comme ça qu'effectivement les collègues sont arrivés, je veux dire doucement, parce que c'est vrai que c'est un peu inquiétant, hein, je vous dis pas. Hein. Au début, vous lancez un premier appel, vous avez un collègue qui répond, vous dites « aïe, c'est pas gagné ». Mais voilà, à force d'en parler, mais effectivement, on montre, déjà, on commence à montrer que effectivement, il y a des choses que l'on fait, et puis ça va être aussi de la mise en avant. Et puis moi, pour la petite anecdote, j'ai une collègue, nous, en fait, on a fait notre demande au mois d'août. L'équipe n'était pas construite, hein. Elle s'est vraiment construite au mois de septembre. Et on a une collègue qui est arrivée avec nous dans le groupe au mois d'octobre, et nous sommes passés au mois de décembre. Donc, en gros, voilà, l'équipe, elle s'est construite encore presque jusqu'à la fin, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Jérôme. Et Marie, vous voulez également rebondir sur le sujet? Moi, je voulais également compléter ce que Clotaire et Jérôme ont pu dire juste avant. Nous, au niveau de la mission locale de Strasbourg, il y a eu déjà un gros travail d'information autour de la labellisation. Donc, on avait des réunions plénières tous les trimestres où à chaque fois, on avait un focus qui était dessus. Et on a fait beaucoup de travail avec l'ensemble des salariés de la mission locale. Donc, on est 85 salariés. Sur aussi, on a repris le référentiel. Et sur les axes autour de l'offre de services, on avait travaillé sur, selon eux, et surtout au vu de la note 4 du référentiel, quels sont les points encore qui nous resteraient à améliorer, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que là où on n'est pas du tout. Donc, on avait vraiment fait des travaux en sous-groupe lors d'une réunion plénière sur, là-dessus, pour pouvoir engager dès le début les salariés avant de constituer sur la base du volontariat le groupe qui participera à l'audit. Merci Marie.
Oui, avez-vous Clémence, une question. plein d'autres questions qui arrivent. Alors, la première, avez-vous une estimation du temps de travail pour les salariés? Et je vais vous poser directement la deuxième. Quels sont les apports de cette expérience de labellisation en termes de cohésion et de dynamique d'équipe aujourd'hui? Alors, Marilène. Sur l'estimation, oui, l'estimation du temps de travail pour les salariés, en fait, je peux vous faire une réponse un peu normande, mais c'est vrai que ça va dépendre aussi où on en est, parce que moi, j'ai trouvé qu'on avait quand même dans notre équipe de direction passé quand même pas mal de temps sur la formalisation en fait des choses. Donc, j'oserais dire que ça va aussi dépendre où on en est dans ces structures et de quel. Alors, on va pas aller sur tout de suite sur l'activité, les preuves, etc., mais de ce qu'on va ressortir par rapport aux preuves notamment. Après, pour en amont de tout ça, dans la préparation, nous, vraiment, chez nous, il y avait vraiment des temps dédiés. Donc, en fait, on ne l'a pas noyé dans l'activité. Je pense que c'était important pour les salariés et les personnes qui ont travaillé sur cette équipe réduite, si je puis dire, au début, avaient une journée de travail. On a commencé un peu comme Jérôme au mois de septembre, hein, une journée de travail par semaine, et on avait une rencontre toutes les semaines. Donc, ça représente en effet du temps de travail. Mais ce que j'ai constaté, c'est que finalement, cette période qui était assez courte, elle a été très productive. Parce que j'ai eu l'impression, en tout cas, et des fois, il faudra échanger avec des collègues, c'est que plus on y mettait de temps, plus on avait de mal à y retourner, en fait, et à se remettre dans le sujet auquel on s'était arrêté. Donc, la période assez courte sur ce temps, alors on peut faire l'addition, était importante. Et ça rebondit aussi sur la deuxième question, pour moi, en tout cas, au sein de ma structure. Ça a créé aussi une cohésion de travail, d'évolution pour cette équipe. Et surtout aussi, comme on avait des retours en équipe, on avançait aussi avec l'équipe. Et on a d'ailleurs fêté notre labellisation tous ensemble. Donc, ça a vraiment apporté une cohésion, un échange à partage, et aussi le partage qui est important de la feuille de route qui va suivre cet audit dans les travaux que nous allons mettre en œuvre jusqu'en 2028. Merci Marilène. Nous avons Clotaire également. Oui, chez nous, en termes de temps de travail, on a eu, un peu comme Marilène l'évoquait, deux grands temps. Un temps qui était plutôt concentré sur une partie de l'équipe qui travaillait sur le dossier, qui se chargeait d'aller rechercher, solliciter les différents membres de l'équipe pour récolter quelques éléments de preuves dont on avait besoin, à partir du moment où on avait fait le point sur là où on en était. Et effectivement, c'est à partir du moment où on fait le point sur là où on en est, ce qu'on a ou ce qui nous manque, qu'on est en capacité d'établir un planning et de mesurer à peu près, de façon théorique, bien évidemment, ce qu'il faudrait en termes de charge ou de temps de travail à accorder. Donc, le temps de travail que nous, on a passé, il n'est pas transposable parce qu'il est fonction de là où on en était au moment où on est rentré dans la démarche. Qu'est-ce qu'on avait comme outil structurant, structuré ou formalisé? Donc, c'est un peu difficile de dire le temps qu'il faut. Partageant mon expérience, nous, opérationnellement, dans la préparation, une fois qu'on avait rassemblé l'ensemble des éléments de preuve dont on estimait avoir besoin, ça nous a pris 4 réunions de 2 heures. Mais là, je dis bien, c'est une fois qu'on avait tout rassemblé. Et ce, de fin octobre jusqu'au 17 décembre, puisqu'on a été audité les 18 et 19 décembre et qu'on a envoyé notre demande d'audit le 27 octobre. Mais en amont, on avait déjà commencé à travailler pour récolter un certain nombre d'éléments. Merci Clotaire. Oui, Jérôme. Oui, je vais bien rajouter un petit quelque chose parce qu'on a un peu fonctionné pareil, mais on avait fait le choix, nous, de se retrouver sur des temps, sur des demi-journées. La petite équipe de 6, là, sur des demi-journées où on travaillait tous dans la même salle. Même si on était chacun sur son ordi pour aller, on va dire, présenter nos preuves, c'est important à un moment donné de pouvoir aussi croiser ce que l'on voulait présenter et puis de faire des choix parce que parfois on est au-delà du nombre de preuves que l'on voudrait montrer
Et c'est aussi se dire, voilà, moi j'aimerais bien montrer celle-là et vous en pensez quoi et partager avec les autres. Et c'est important ces temps de travail en commun, je pense, dans une même salle. Pour autant, il y a quand même eu, et je ne le cache pas, hein, un temps individuel où chacun, parce que nous, c'était réparti des thématiques, où chacun a été creusé, chercher les infos des thématiques qu'elle souhaitait, envers les collègues qui ne faisaient pas partie, entre guillemets, de l'équipe label. Même si tout le monde était en mesure de répondre le jour de l'audit aux questionnements des auditeurs, nous, hein, je le redis, on a fait le choix d'une équipe particulière, mais effectivement, tous les collègues étaient ressources autour et maîtrisaient le sujet, quoi. Mais je pense qu'il faut des temps communs où alors, la durée, hein, c'est pareil, hein, Clotaire disait 2 heures, nous, c'était des demi-journées. Après, voilà, je pense que c'est chacun qui s'organisent, mais ouais, c'est important d'échanger et d'aider à choisir surtout. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos réponses. Est-ce que, par rapport à l'appropriation du référentiel, comment vous avez pu travailler sur ces sujets? Comment vous avez travaillé avec l'équipe, ou déjà de votre côté? Clotaire, pardon. Oui, nous, on a commencé par, une fois qu'on avait fait la présentation un peu générale à tout le monde, qu'on avait essayé d'expliciter chacun des éléments en termes de critères. Donc, on a d'abord travaillé sur l'appropriation du référentiel et ensuite travaillé sur l'appropriation du guide d'audit, parce que c'est 2 supports qui sont différents et complémentaires. Donc, dans un premier temps, c'est bien comprendre ce qu'on attend de la mission locale. Et donc, ça, on l'a fait à 2 reprises. Premier temps, en séminaire, l'ensemble des cadres, parce que ce que je souhaitais, c'était que ce ne soit pas moi seul ou les membres de l'équipe de direction qui portent, entre guillemets, la bonne parole, mais que chaque responsable de secteur, chaque responsable de service se fasse le relais. Donc, j'ai plutôt commencé par travailler avec eux pour expliciter la compréhension qu'on avait collectivement. Donc, on s'est un peu challengé pour dire les choses clairement. Donc, on lisait et on se posait simplement la question de savoir qu'est-ce qu'on comprend par ça et qu'est-ce qu'on pense qu'on attend de nous. Donc, c'est ce travail qui a été fait et qui ensuite a été repris en relais, équipe par équipe, de façon à ce que ça crée aussi, comme l'évoquait Marilène tout à l'heure, une dynamique d'équipe. Et une fois par trimestre, on avait une réunion de l'ensemble de l'équipe pour faire la synthèse. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que nous, on a commencé à présenter la démarche en décembre 22 et on a travaillé on va dire, quasiment de janvier 23 jusqu'à octobre pour pouvoir quasiment récolter l'ensemble des éléments qu'il nous fallait et rentrer dans le processus opérationnel d'octobre à décembre 23. Donc, c'est vraiment en 2 temps les responsables qui eux-mêmes font le même boulot avec leurs équipes de façon à ce qu'on ait une diversité de compréhension et qu'une fois qu'on se réunit, on synthétise tout ça pour être sûr que chacun a pu apporter sa pierre à la compréhension de ces éléments qui étaient attendus à la fois dans le référentiel, mais aussi dans le guide d'audit. Et je précise que c'est important de bien comprendre que ces 2 documents qui sont différents, mais complémentaires pour la démarche. Merci Clotaire. Alors là, on a eu beaucoup de questions qui sont arrivées sur le chat. Alors je refais une petite précision avant de passer la parole à Marie, parce qu'effectivement, je l'avais dit en tout début. Aujourd'hui, on va quand même principalement se concentrer sur l'appropriation de la démarche et la préparation de l'audit, plus que sur le déroulé de l'audit en tant que tel et ses suites, puisqu'on a eu des questions notamment sur la commission. Ça, ce sera probablement l'objet d'un autre webinaire, parce qu'effectivement, la démarche de labellisation, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et si on veut essayer de traiter les choses au mieux et pour vous donner un maximum d'informations qualitatives sur un sujet, on a pris le parti, en tout cas, de ne pas s'éparpiller, on va dire, sur l'ensemble de la démarche. Donc, voilà, il y a des questions sur le déroulé de l'audit en tant que tel et sur les suites de l'audit. Pas forcément les traiter aujourd'hui, mais en tout cas, on pourra vous faire un retour, hein, bien sûr, sur ces questions. Nous avons une question d'Annie. Oui, sur le kit de l'outil Ariane, pardon, avez-vous informé vos équipes sur cet outil?
Alors, Marie avait levé la main, peut-être que ce sera l'occasion de répondre à cette question, peut-être. Oui, alors nous, on a informé l'équipe, l'ensemble des salariés sur cet outil, et il y a un travail qui a été mené aussi dans chaque équipe, donc au niveau des antennes de proximité, pour vraiment faire l'analyse et utiliser avec les équipes lors d'une réunion cet outil. On l'a aussi fait avec l'équipe de direction, donc on s'est aussi basé sur l'outil Ariane pour travailler à l'appropriation du référentiel. Donc ça, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Donc il y a eu plusieurs temps. Il y a eu, comme je le disais juste avant, un temps sur l'information auprès des salariés. Ensuite, il y a eu des temps avec les équipes où on a utilisé l'outil Ariane, où on a eu travaillé aussi sur les axes d'amélioration par rapport au référentiel et voilà, à ce qui nous restait comme action à mener. Et ensuite, avec les groupes. Et c'est sur la base de l'outil Ariane qu'on a pu construire, en tout cas, notre feuille de route. Merci Marie. Une question que nous a posée Thérèse Taillandier. Et désolée si on écorche vos noms. Alors, toutes les mails qui témoignent avaient-elles déjà un projet associatif et un diagnostic de territoire partagé ou a-t-il fallu le créer pendant la démarche de labellisation? Alors, c'est aussi une question qu'on pourra retraiter un petit peu plus tard dans la préparation de l'audit, mais voilà, c'était aussi pour que vous l'ayez en tête. Donc, on a Marilène et Clotaire qui ont levé la main. Marilène en 1. Allez, Normand. Oui, alors, moi, vraiment, je voudrais être tout à fait transparente parce que, en fait, quand il a fallu, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, clairement, moi, je n'avais rien de formalisé. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, ça fait maintenant 10 ans que je suis à la mission locale, on a toujours travaillé avec le CA, avec les équipes, hein, sur des projets de structure, sur beaucoup de choses au travers de valeurs, de chartes, etc. Et en fait, on n'avait pas de projet associatif, on avait un diagnostic de territoire. Alors, il y a écrit partagé, si on peut le dire, puisque c'était un diagnostic de territoire qui était évoqué lors du dialogue de gestion, qui faisait quelques pages quand même, mais qui n'était pas vraiment un diagnostic tout à fait étayé au sens où on a dû le construire. Et en fait, clairement, la labellisation, pour nous, ça a été le prétexte de retravailler le fond de notre projet associatif avec les élus, les équipes, les jeunes. Cette démarche de labellisation nous a permis aussi de réfléchir aussi par rapport au diagnostic de territoire partagé et d'aboutir à la suite de ce qu'on devra proposer dans le cadre de l'audit sur un plan stratégique et la feuille de route qui va suivre. Donc, en fait, voilà, je pense que je ne sais pas si on peut parler de conseil, mais aujourd'hui, moi, j'avais rien. On l'a construit. Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'il fait 40 pages. En tout cas, il nous a suffi pour l'audit et il nous a suffi pour travailler ensuite avec les équipes. Bien, nous, en interne, on avait un vieux projet de structure qui datait de 2014, qu'on a remis à jour en 2018 et qu'on n'a pas touché depuis. Et quand la démarche est arrivée, on est allé le sortir du tiroir pour le mettre à jour. Et en le mettant à jour, on est passé, on a quasiment doublé son contenu parce qu'on s'est rendu compte qu'entre-temps, on avait fait beaucoup de choses, qu'on s'était beaucoup organisé, beaucoup structuré. Donc, ça a été très intéressant pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un outil plus qualitatif et plus utile dans le fonctionnement de la structure, mais aussi dans la gestion et le management de la structure en termes d'organisation et de modalités de mise en œuvre et surtout même de communication vis-à-vis des membres de notre gouvernance et de l'ensemble de nos partenaires sur le territoire. Et ça, on ne l'avait pas intégré dans les 2 précédentes versions qu'on avait fait un peu parce qu'il fallait, on va dire comme ça, on ne va pas le dire très fort, mais parce qu'il fallait le faire. Concernant le diagnostic, on n'avait rien, on a tout refait. Et un peu comme Marilène, on s'est un peu servi de ce qui existait et on a tout construit. Donc, on n'avait rien de vraiment formalisé comme on pensait qu'il était attendu dans la démarche.
Merci Clotaire. On a une... Jérôme. Ouais, moi je veux bien revenir parce que du coup, par rapport à ce qu'il dit, puis je revois une question sur Ariane et tout à l'heure j'ai hésité à en parler, mais du coup, je reviens vu que je l'ai vu réapparaître dans les commentaires. Nous, Ariane, on l'a utilisé, c'est le premier outil qu'on a utilisé lors de nos premières rencontres dans notre groupe et on l'a utilisé ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait le premier jour de regroupement, on a fait une présentation ensemble du référentiel et ensuite on s'est calé 2 demi-journées de travail pour remplir Ariane par thématique. Et c'est vrai que c'est un outil important parce que ça nous permet quand même d'appréhender, on va dire, les premiers éléments que l'on peut glisser. Et oui, effectivement, je vois dans le chat, avez-vous déposé des documents? Ouais, on les a posés et à côté, on s'est même mis à chaque fois des petites remarques, c'est super important, des petites remarques par rapport aux documents pour dire, bah, là, la question, ça se situe, mettons, ici dans les statuts. Pour après préparer la construction du jour de l'audit. Ariane, nous, ils ont été très, très bénéfiques en tout cas. C'est juste que je voulais rajouter. Merci, merci Jérôme. Donc là, on a fait le tour d'une partie des questions, et puis certaines, on y reviendra, en fait, pas forcément traiter directement, l'échange permettra d'y répondre un petit peu plus tard. Donc, pas d'inquiétude. Par rapport à justement l'appropriation de la démarche, mais aussi dans la préparation, parce qu'on y va progressivement, est-ce que pour chacun d'entre vous, vous avez une difficulté majeure que vous auriez eu à surmonter, que vous souhaiteriez partager à tout le monde, et peut-être comment vous avez fait? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite démarrer? Oui, Clotaire. Oui, moi je vais démarrer. Marilène en a un peu parlé. Moi, j'ai commis l'erreur gravissime de considérer que cette démarche était une démarche qui devait être faite par des experts, des gens qui étaient des spécialistes de la qualité. Donc, un peu benoîtement, entre guillemets, j'ai profité d'une personne qui partait, qui m'avait demandé un congé pour recruter une experte en qualité et qui avait l'habitude de faire des audits qualité. Et en fait, j'ai perdu 5 mois. Cette personne parce qu'on n'avançait pas, ça créait plutôt des tensions, c'était du jugement, de la remise en cause et en fait, j'ai bien compris que même si la démarche pouvait s'apparenter, c'était quelque chose qui était différent et après 5 mois, j'ai tout arrêté, et j'ai compris au fur et à mesure que je rencontrais des difficultés avec mon équipe parce que ça créait vraiment des tensions, les gens se sentaient jugés, remis en cause dans leur travail donc erreur fatale à ne pas faire. On a repris nos bras nous-mêmes en disant: «Ben, en fait, on était les mieux placés pour, mettre en avant, le travail de qualité qu'on faisait, expliquer ce qu'on faisait, argumenter et apporter les preuves qui étaient attendues de nous». Donc on s'est recentrés sur nous-mêmes et je me suis personnellement plus investi qu'au départ et donc structure, de taille, au-delà de 50 qu'on peut considérer comme ayant les outils, mais en fait, ou les moyens, c'était surtout l'erreur à ne pas faire. Ça doit reposer, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, d'abord sur le directeur, son équipe de direction et l'ensemble de l'équipe et c'est en interne qu'on trouve les réponses. Donc voilà, donc à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais en train de créer plus de problèmes que de solutions, ben, j'ai tout arrêté, j'ai repris les choses, en main avec ma propre équipe. Merci, merci beaucoup Clotaire pour ce témoignage. Marilène, Jérôme, Marie. Une difficulté? Oui, pour nous, et Marilène l'a dit aussi rapidement tout à l'heure, nous, ça a été vraiment de récolter et de regrouper toutes les preuves pour la préparation et pour l'audit. Donc, ça a été le gros travail en amont qui était le plus difficile pour nous à mettre en œuvre. Ça a été un long travail, en plus sur un timing court parce que nous, on a candidaté en octobre et on a été audité le 6 et le 7 décembre. Donc, voilà, et de formaliser aussi le document et toute l'arborescence, l'organisation autour des pros. Ça, c'était la difficulté majeure, à vrai dire. Merci Marie, on a Marilène et après Jérôme. Oui, c'est bien, on a ces petits numéros-là, on est bien. C'est pratique.
On est bien organisé quand même. Non, donc moi, la difficulté alors principale, ça a été de confondre l'épreuve et l'activité. En fait, dès le début, on est parti aller chercher un maximum de preuves de ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait montrer aux futurs auditeurs, donc à partir d'Ariane en effet, et les preuves. On a fait des semaines de collecte de preuves. Et en fait, au bout d'un moment, on n'avait plus de sens dans tout ce qu'on faisait et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit montrer à l'auditeur? Ok, on lui montre des preuves, mais non, dans un premier temps, c'est notre activité. Donc, on a perdu quelques semaines et on s'est recentré après sur l'activité de notre structure. Et c'est là où, une fois qu'on a défini vraiment l'activité de tout ce qu'on y fait par rapport aux critères, on a défini les activités, on est retourné dans notre fichier serveur preuves pour aller voir si on avait bien les preuves. J'oserais dire qu'il y a même des activités dont on était très fiers à la mission locale que finalement, alors je pense par manque de temps sur la formalisation, qu'on n'a pas proposé à l'audit parce qu'on n'avait pas les preuves et pas l'inverse en fait. Voilà, on n'est pas allé montrer quelque chose où il n'y avait pas de la preuve en face. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Oui, Jérôme. Alors nous, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était par rapport à la préparation, ça s'est retrouvé dans une mise en situation, c'est que comme souvent dans les missions locales, malheureusement pour nous, c'est on parle trop, mais en fait on ne prouve pas. Et notre difficulté, elle était là, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait plein de choses, on dit plein de choses, mais comment on le montre? Et on a toujours eu on a eu ce questionnement sur plein de choses. On déroulait, et au bout d'un quart d'heure, on se disait, mais ouais, mais comment on le montre, ce truc, quoi? Et c'est surtout ça, voilà. On s'est souvent dit, et il faut faire très attention à ça. C'est un peu ce que disait Marie-Hélène aussi, il y a des fois des choses que l'on fait qui sont super bien, mais on peut pas, ou on n'arrive pas à les prouver. Donc, c'est vraiment ça le challenge, en fait. C'est vraiment montrer ce qu'on fait, quoi. Bah, pour nous, ça a été ça. Merci beaucoup, Jérôme. Et là, justement, dans le chat, on a plein de questions qui nous amènent un petit peu au sujet d'après. Donc, plutôt que de vous les poser directement, je vais vous laisser un peu la parole libre à tous les quatre. Justement, sur la préparation de l'audit, on a déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure, mais comment vous vous êtes préparé en fait à l'audit? À quelle période vous l'avez déjà plus ou moins évoqué? Avec qui? Comment vous vous êtes réparti les tâches? Est-ce que tout le monde... C'était une question qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que tout le monde avait bien compris son rôle aussi? Puis comment vous l'êtes répartis? Est-ce que vous avez utilisé des outils? Alors là, je vous ai fait la liste de questions. Mais bon, globalement, vous inquiétez pas si vous avez un doute. Le chat déjà nous aiguillera et puis on vous relancera au besoin. Donc oui, Clotaire. Oui, alors nous, on a commencé par, une fois qu'on avait repris nos esprits, comme j'ai dit, après l'erreur qu'on a faite, on a mis en place un comité de pilotage un peu stratégique où on n'avait que des volontaires désignés. C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui étaient responsables de secteur, responsables de service, cadres, étaient tous membres d'office de ce comité de pilotage, avec comme objectif de définir tout ce qui était prioritaire, l'organisation, les ressources et les moyens qu'il fallait affecter, les gens qu'il fallait dégager à un moment donné, la façon dont on allait laisser repartir en fait le travail. Ensuite, on a mis en place un comité technique opérationnel qui, lui, comprenait à la fois l'ensemble des membres de ce comité stratégique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 14 personnes, plus toutes les autres personnes qu'on pressentait comme pouvant être auditées le jour J. Et pour cette deuxième partie-là, ce n'étaient pas des volontaires désignés, c'était des vrais volontaires, mais que chaque responsable est allé chercher en fonction du rôle qui lui était assigné dans son équipe. Donc, c'est eux qui ont complété. Et à partir de ce moment, le comité de pilotage, lui, comme on avait nos réunions mensuelles, donc on prenait un créneau d'1 heure pour faire le comité de pilotage, donc on se voyait hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, on avait un point à partir du moment où on s'est retrouvé à reprendre les choses en main. Et pour le comité technique, c'était tous les 15 jours, où là, l'idée, c'était de valider ensemble les éléments d'argumentaire et les éléments de preuve qui étaient récoltés par les uns et les autres. Et comme les collègues l'ont évoqué, entre ces différentes réunions, il y avait des gens qui étaient missionnés pour aller chercher plus spécifiquement certains éléments de preuve ou travailler sur d'autres thématiques en sollicitant les collègues qui pouvaient apporter le plus de réponses.
Un exemple très concret, quand on avait besoin de comptes rendus, ben en fait, on a lancé un appel à toute la mission locale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des comptes rendus formalisés et structurés? Et là, on a récupéré comme ça des éléments. C'est comme ça qu'on a mobilisé aussi chacun. Est-ce que vous aviez votre propre petit fichier, votre propre répertoire de partenaires? Alors là, c'était très rigolo parce qu'on a découvert qu'il y avait plein de choses. Après, il fallait tout centraliser et partager. On a vu des gens qui ne voulaient pas partager, donc on les a un peu incités à partager. Donc, c'est tout ça qu'on a pu mettre en place. On a désigné aussi un référent qui était un peu notre maître du temps et un peu notre gentil père fouettard qui nous remettait sur les rails quand on essayait de s'éloigner du calendrier. Donc, lui, il était chargé, enfin, c'était une dame qui était chargée en tout cas de nous dire, attention, on est en train de déraper, le planning qu'on a fait, c'est ça, donc vos éléments là, c'est pas suffisant. Donc, à chaque fois, c'est la personne qui nous challengeait et qui travaillait en binôme avec le responsable informatique, parce que pour nous, c'était aussi important qu'on conserve tout ça et qu'on structure tout ça, qu'on le mette dans un SharePoint partagé avec des droits qui étaient bien définis et une arborescence qui était bien définie, de façon à éviter qu'on perde des documents, que n'importe qui vienne changer, modifier, structurer, mais que tous ceux qui étaient impliqués dans la démarche et le reste des salariés pouvaient consulter pour voir ce qu'on était en train de récupérer. C'était important que tout le monde se rende compte de la qualité et de la masse du travail qui était en train d'être réalisé. Et puis, après ça, on a bien évidemment fait comme tout le monde, en tout cas ceux qui se sont exprimés. Bon, on a utilisé Ariane pour mettre un peu à l'épreuve tout ce qu'on avait et on a identifié les axes où on estimait qu'on n'était pas suffisamment en capacité, comme l'évoquait Jérôme, de prouver au-delà de nos beaux discours, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais en tout cas de notre façon de raconter des histoires. Et donc là, on a pu comme ça établir le planning et à ce moment demander notre audit. À chaque fois qu'on remplissait notre document, puisqu'on a créé un support d'aide à la préparation de l'audit et à l'animation, qui était composé de 2 parties, un rappel des attendus du label au regard du guide, et de l'autre côté, nos réponses. Nos réponses étaient qu'est-ce qu'on apporte comme argument pour justifier et valider que ce qui est attendu dans la notation 3 et 4, bien évidemment, on n'a pas regardé la 1 et la 2, 3 et 4, et les éléments de preuve factuels qu'on pouvait apporter, existants, avec notre informaticien qui faisait des liens, de façon à ce que quand on clique sur le titre, on a bien le document. Et puis une deuxième catégorie qui était les éléments de preuve possibles, parce qu'on s'est dit, il n'est pas exclu que le jour de l'audit, bah, peut-être qu'on nous demande autre chose. Donc on avait un peu, comme on dit, on avait gardé quelque chose sous le pied. Et on s'est aussi dit qu'on était quand même dans un monde où on avait beaucoup de collègues qui aimaient un peu le papier. Donc on a préparé aussi des classeurs, pour dire au cas où on avait un souci informatique pour ne pas paniquer. Donc on a préparé aussi tout ça, on a doublé tout ça de classeurs. Donc notre auto-diagnostic à partir d'Ariane nous a permis d'affiner notre calendrier et puis de mettre en place ces groupes de travail. Une fois qu'on avait tout réuni, on a eu un retour de nos auditeurs un mois avant pour valider ensemble le plan d'audit. Donc, qui allait faire quoi, qui allait répondre à quoi. Donc, désigner les collaborateurs qui allaient être audités, qui allaient répondre à quoi. Et on s'est réparti les tâches pour éviter que chacun parle, que ce soit la cacophonie, et que surtout, on ne parle pas quand on n'a pas été missionné pour l'argumenter de façon à ce qu'on ne crée pas plus de difficultés qu'on ne souhaitait le faire. Et après cette réunion, une fois qu'on a dit qu'on avait tout, on était prêt, on a fait 2 répétitions, grandeur nature, entre nous. On a repris tout, on a dit, voilà, on pose la question, et puis chacun répondait, pour se mettre aussi en confiance. Donc, ça a été des moments assez agréables, des moments qui ont créé de la synergie, en tout cas, entre les équipes. On a beaucoup rigolé. Moi, j'ai mis beaucoup d'accent sur la dédramatisation et l'humour, à chaque fois en imposant des petites règles, faire en sorte que ce soit une espèce de jeu et que les gens prennent plaisir à se retrouver sur ces temps-là. On avait des gens qui étaient très bavards, donc on leur a dit, voilà, ils ne devaient pas parler plus de 5 minutes. Donc on a essayé de mettre des petites choses comme ça en place et ça a bien fonctionné parce que ça a été plutôt plaisant. Et ce qu'on a beaucoup retenu tous, c'est qu'en fait, en faisant ce travail, en associant le plus large possible et l'ensemble de l'équipe, il y a des gens qui ont découvert ce que réellement faisaient les autres. Et ils n'avaient pas forcément cette vision-là. Et ça, c'est beaucoup de conseillers qui l'ont dit en ce qui concerne l'activité qui était apportée par une partie de l'équipe qui était plutôt sur des fonctions administratives ou
au support. Et puis le jour J, ben voilà, on a fait l'audit en essayant d'éviter au maximum, je ne dis même pas au maximum, que ce soit le directeur qui réponde à toutes les questions. Donc on s'était bien répartis et sur un certain nombre de sujets, je me suis imposé de ne pas être présent. Donc je n'ai pas assisté à tout, sauf sur la partie gouvernance, le thème 1, mais pour le reste, c'est vraiment le 1 et le 4, mais le reste, c'est vraiment les équipes qui ont fait le taf sans moi et elles en étaient très, très, très fières. Merci Clotaire. Alors, on a eu quelques questions et puis après on passera la parole à Marilène, bien sûr. Sur le document de preuve sur SharePoint. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, on va la poser à Clotaire. Je ne sais pas dans quel sens il faut l'interpréter. Ah oui, on parlait de document de preuve sur SharePoint. Est-ce que l'auditeur accepte cette formule au regard RGPD? Je suis Au pas sûre regard de la RGPD. Alors, je ne comprends pas bien la question, mais en fait, moi, ce que j'ai du RGPD, c'est que c'est la réglementation générale sur la protection des données et que ne doit avoir accès à des informations à partir du moment où elles sont considérées comme une donnée sur une personne, la personne qui est habilitée à l'avoir et qui l'utilise dans un but bien déterminé et qu'elle définit la durée d'utilisation et la possibilité pour le bénéficiaire ou celui dont on dispose des données de venir les mettre à jour, les corriger, les modifier. C'est la définition que moi j'ai du RGPD. Et très franchement, je n'ai pas vu de lien entre le fait de préparer mon audit en listant un certain nombre d'éléments de réponse que j'allais apporter en le formalisant sur un document, en disant ben, dans l'audit, le critère 1, il est demandé pour avoir 3 tel et tel élément. Le critère 1, il est demandé tel et tel élément pour avoir la note 4. Et moi, je dis, ben, en fait, pour répondre à ce qui est attendu, voilà ce que je vais dire. Pour répondre à ça, voilà ce que je vais dire. Et les éléments de preuve, ben, c'est ça, c'est un compte-rendu de réunion que je flèche. J'ai ma convention pour l'emploi, j'ai mon budget prévisionnel, etc., etc. Mais je n'ai pas fait plus que ça. Donc, mon document, c'était ça. C'était vraiment un PowerPoint avec 2 parties, ce qu'on attend et ce que moi, j'apporte comme élément de réponse. Et les liens dans mon SharePoint, quand on clique sur le titre, par exemple, si je mets convention pour l'emploi, à l'époque, c'était encore pour l'emploi. Quand on clique sur la convention pour l'emploi, ben, la convention pour l'emploi, elle s'ouvre. Quand je dis que j'ai eu une réunion avec telle entreprise et qu'on a fait un compte rendu, ben, quand je clique sur le titre, ben, le compte rendu de la réunion s'ouvre. Voilà, donc je n'ai pas été confronté à RGPD dedans, quoi. Alors, pour répondre, parce qu'on a du coup quelques questions qui nous ont été posées et du coup qui recoupent un petit peu tout ça. Donc, pour répondre à Olivier Payot, il n'y a pas un document formalisé à présenter obligatoirement. C'est-à-dire que vous vous organisez comme vous voulez. Là, on a eu plusieurs exemples. Clotaire et Jérôme en ont parlé tout à l'heure. Des outils qui ont été utilisés pour répertorier et collecter. Là, Clotaire vient de nous parler du sien. Donc, c'était notamment un SharePoint. Et pour revenir sur le SharePoint et sur ce qui se passe justement, on déborde un tout petit peu sur ce qui se passe dans l'audit, mais en fait, c'est un outil qui est utilisé pour présenter, c'est-à-dire que généralement, les auditeurs, on ne leur donne pas l'accès au SharePoint pour qu'ils y retournent. On s'en sert pour présenter le jour J. Hein. Donc voilà, c'était juste pour rassurer sur ce point. Donc nous avions Marilène et Jérôme ensuite. Ah ben on a perdu la main de Marilène. Donc Jérôme peut-être? Non, j'ai coupé au lieu de mettre, voilà. excuse-moi Sonia, au lieu de couper, de mettre mon micro, j'ai baissé la main. J'ai fait des Pas de souci. Donc oui, si on revient donc sur la préparation de l'audit, en effet, le grand travail, ça a été cette collecte des preuves. En effet, bon, nous on avait un serveur, donc c'est pareil, c'est en lien aussi avec le lieu où on va dispenser l'audit, parce que faut que ça soit accessible au niveau de l'ensemble des preuves numériques. Et bon, comme Clotaire, en effet, on avait aussi des preuves papier et on avait aussi préparé des preuves physiques. C'est-à-dire qu'on avait, nous, en tout cas, fait le choix par rapport à notre activité d'aller vers, d'information jeunesse, etc. Quand les auditeurs sont rentrés, on avait des stands mission locale qui présentaient l'activité qu'on allait pouvoir leur présenter, qui était difficile à montrer dans une preuve, un compte-rendu ou autre. Donc, il y avait vraiment, on avait recherché au niveau des preuves, toutes les preuves possibles jusqu'à la vidéo. Et donc, il a fallu aussi bien penser à un espace qui était adapté
en fait adapté à l'audit parce qu'on ne peut pas se mettre n'importe où non plus, ne pas être dérangé quand même une fois qu'on a fait la visite de la mission locale et pouvoir donner l'ensemble des preuves et assez rapidement. C'est vrai que la préparation, elle est importante parce qu'on voit bien que la journée, alors nous, c'était une journée, hein, parce que finalement, sur une journée, ça passe très vite, très, très vite. L'épreuve de certains critères sont passés assez vite parce qu'ils sont vus soit dans la visite ou autre. Et donc, en fait, quand on a préparé notre audit, en fait, on a commencé à réfléchir à tout ça. C'est juste un peu le conseil que je donnerais là, c'est que je ne veux pas parler de l'audit parce que ce n'est pas le sujet, hein, je sais Sonia, mais c'est que quand on prépare l'audit, il faut quand même se projeter sur le jour J, ce qu'on va vouloir montrer de notre structure, toujours la même chose sur l'activité, pour bien préparer les choses dans ce serveur, dans ces données, dans ces informations. Donc ça, c'était vraiment se préparer. Se préparer aussi, alors, il faut qu'on le dise quand même entre nous, il y a les équipes, certes, mais bon, moi, ils sont très professionnels, je n'avais pas trop de doute là-dessus. Et il y a les élus. Alors, les élus, moi, depuis le début, vous avez entendu, ils avaient vraiment pris cet audit comme étant quelque chose d'important pour la mission locale. Donc, ils étaient 3 hein, sur une structure quand même qui est petite quand même, la mienne, pas très. Et donc, ils étaient 3 et il y a eu différents audits à blanc de fait. Donc, un premier audit à blanc pour voir si finalement la mission locale passerait à la labellisation. Donc, ça, on a eu au niveau de l'animation régionale des missions locales de Normandie la possibilité de faire appel à une personne pour venir nous auditer à blanc. Donc, cet audit à blanc, bon, on l'a passé, hein, quelle que soit la note, on l'a passé. Mais après, en fait, on a travaillé avec nos élus, c'est la partie qui a été importante, à aussi les amener dans cette culturation de l'audit. Pas d'ISO, je rappelle qu'on n'a pas d'ISO, nous, hein, enfin, pas du tout d'ISO, mais d'audit, où en effet, il va falloir définir vraiment auprès des élus de ne pas dériver sur des choses qu'ils auraient apprécié lors d'une signature de quelque chose, d'un événement où ils se sont retrouvés avec des jeunes ou avec des partenaires où ils en ont un bon souvenir, mais vraiment avoir la preuve en face. Donc ça, on a fait, donc nous, on a fait finalement 4 audits à blanc, un audit avec un professionnel, un audit avec les élus, un audit avec l'équipe à blanc et un dernier audit avec tout le monde. Tout ça, c'est fait dans le cadre des réunions, j'en ai déjà parlé. Et au niveau des outils, à l'instar de ce qu'a fait Clotaire, on a créé sur un PowerPoint en fait une trappe d'argumentaire. Et comme nous, on travaillait par équipe, chacun était responsable de remplir son critère, ce qu'on avait tous choisi collectivement, son argumentaire et d'inscrire les pièces sur le serveur avec en effet un lien qui permet d'aller assez vite pour montrer la preuve en direct auprès de l'auditeur. Voilà. Donc, nous aussi, je tiens à le dire parce qu'on a l'impression que c'est difficile, etc. Ça s'est plutôt bien passé aussi bien dans la préparation que le jour J. On a eu des gens qui étaient bienveillants, qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, aussi bien du côté direction de mission locale, mais aussi de la FNOR. Et finalement, moi, j'ai vraiment, on était 13 autour de la table. Et donc, j'ai même eu une conseillère qui a eu les larmes aux yeux de la reconnaissance à la fin de l'audit du travail, de son travail, puisqu'elle est en délocalisé et elle disait qu'elle avait peu finalement des fois de contact, elle ne se rendait pas compte de ce que faisaient les autres sur site et vice-versa. Donc, je rejoins Clotaire, c'est une grande reconnaissance pour tout le monde, même pour les directions, parce qu'il y a quand même nos élus à côté, mais aussi pour l'équipe, de valoriser son travail au quotidien. Je finirai juste par dire, parce que j'ai vu que la question était venue, et Clotaire, tu me diras, parce que je sais que tu es un spécialiste, mais il me semble que, parce que je vois beaucoup de preuves, il me semble que l'auditeur ne peut te demander que 4 preuves maximum sur un critère. Non? C'est pas si… Enfin, moi, oui, je confirme, c'est ce qui est mis dans le guide, mais au-delà du temps qui est proposé, parce qu'il y a des documents qui sont très bien faits par l'UNML et il est vrai que quelquefois, on ne prend pas le temps d'aller les regarder sur le l'UNML, le site de l'UNML. On a effectivement des aides où on apporte un certain nombre d'éléments et moi, je me suis appuyé là-dessus pour appeler aux auditeurs les recommandations. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, vu le temps qu'on a et la masse de travail qu'il y a à faire, et vu notre propension, comme Jérôme le disait, à prendre plaisir à raconter ce qu'on fait, en tout cas, moi, je n'ai pas été confronté à ce qu'on me demande plus de 2 ou 3 éléments de preuve. Je n'ai pas été confronté à ça. Donc, si vous en avez
lorsque c'est exigé, parce qu'à des moments où ce n'est pas exigé, si vous avez 2 ou 3, pour moi, c'est largement suffisant. Moi, pour chaque critère, c'était, ils en prenaient 1 ou 2, pas plus. J'ai jamais produit 3, jamais. Non. Et ils ne les emmènent pas forcément. Moi, celui qui a emmené des preuves, il me les a demandées. C'est le directeur de la mission locale qui avait on était sur la fin de l'audit, sur plutôt, on partage ensemble une pratique, mais non, ils n'ont pas emmené de preuves. Merci pour ces réponses. En plus, vous devancez aussi celle du chat. Ça nous montre aussi l'importance d'un webinaire prochain sur l'audit en tant que tel et revenir sur tous ces sujets. Merci, et c'est plaisant également de voir l'intérêt de tout le monde sur ces questions. Du coup, il nous reste voilà, une intervention de Jérôme et de Marie. Donc, Jérôme en premier. Je suis les chiffres. Eh ben super, merci beaucoup. Donc ouais, en fait, moi je vais revenir sur le rôle en fait de chacun, un peu, si nous a demandé le rôle, comment on s'y est pris, les outils. Donc sur le rôle, en fait, ça a été assez simple entre guillemets, parce qu'on était une petite équipe. Donc le rôle, c'était facilement en fait en fonction des métiers exercés. Je vous cache pas que la personne qui s'occupe de l'offre de service chez nous avait plutôt la thématique offre de service, et moi en tant que directeur, j'avais plutôt le côté management et territoire. Donc effectivement, c'est assez naturel que enfin pour nous en tout cas, que ça s'est décliné. Ensuite, je le redis, hein, on a rempli Ariane sur 3 demi-journées, ce qui était très important. Et surtout, on a fait un essai avec une personne extérieure de ce qu'on avait pu préparer sur Ariane. Et c'est là où, tout à l'heure, je disais, hein, nous, on a vécu une expérience particulière, c'est-à-dire qu'on nous a dit que c'était trop long, qu'on parlait trop, qu'on ne pouvait pas assez, que c'était sympa, mais bon, c'était pas très clair. Donc là, je ne vous dis pas effectivement qu'avec l'équipe, on avait passé un temps fou à remplir Ariane. Pour nous, c'était un temps fou. Et donc, du coup, on était un peu fracassé quand même, un peu secoué de ce qu'on entendait. Il a fallu aussi redynamiser un peu tout le monde, parce que c'est vrai que de s'entendre dire que ce qu'on a fait, c'est chouette, mais bon, c'est pas assez clair. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on n'est pas complètement à côté des choses? Est-ce qu'on ne donne pas un risque à la structure de ne pas l'avoir, la labellisation et autres? Donc voilà, ça a été quand même une remise en question assez globale de l'équipe. Et puis à un moment donné, on s'est dit, allez, on dédramatise les choses. La non-labellisation le jour de l'audit, c'est pas parce qu'on n'est pas labellisé qu'on n'a pas une deuxième chance. Donc, on va faire en sorte que, même si on doit la deuxième chance, on y ira. On a tout, il nous faut juste bien le montrer. Et puis surtout, c'est qu'on est là pour mettre en évidence le travail qu'on fait et qui répond aux critères des audits. Donc là-dessus, on est reparti, on a rattaqué. Et donc, au niveau des outils qu'on a utilisés, nous, on a utilisé un diaporama avec plein de diapos, bien sûr, mais notamment un diapo par critère. Et sur chacun des critères, on avait 4 preuves accessibles par clic également, hein, comme tout le monde. Mais au-delà de ça, on avait en parallèle 5 classeurs, un par thématique, avec des critères, enfin des preuves complémentaires qui venaient ajouter aux 4 preuves du diaporama d'éventuelles preuves supplémentaires qui pouvaient être présentées aux auditeurs. Donc par rapport à ça, donc ce diaporama a été fait, les classeurs étaient faits, on a même été jusqu'à un script de rôle, un rôle de parole, c'est-à-dire qui parle sur quel critère, qui assure le passage de la diapo, qui assure le passage du classeur, voilà, pour avoir un peu de fluidité. Et on avait même, sur ce script de parole, mis un peu des garde-fous. Si une personne qui devait présenter des critères était absente, raison X ou Y, elle a le droit aussi d'être malade, même si on a fait un plan pour l'audit, elle a le droit de ne pas être là. Qu'une personne qui prenne le relais puisse expliquer le critère avec les éléments construits autour du critère. Donc ça a été un travail assez prenant, mais du coup, ça a permis à chacun de mettre une définition, en fait, sur ce que l'on faisait. Et ça, partagé avec l'équipe après, effectivement, il y avait une question qui était là-dessus, sur qu'est-ce que ça a apporté sur l'équipe derrière. C'est qu'en fait, toute l'équipe, au-delà de l'équipe label, a été mobilisée à aider et fournir ces définitions pour justement passer le jour de l'audit. Donc, même si on n'était que 6, c'est vraiment la structure qui l'a passé. Mais voilà, donc effectivement, l'arborescence, on l'a fait, on a utilisé l'outil Teams voilà, pour créer notre présentation. On a une arborescence commune. Critère 1, c'était C1, critère 2, c'était C2. Puis ensuite, preuve 1, preuve 2, P1, P2, P3, P4, et ainsi de suite. Et les classeurs reprenaient exactement la même codification. Donc en fait, tout était structuré pour que si une question se posait, ce soit fluide et qu'on ne soit pas coincé. Voilà. Effectivement, ils ne sont repartis avec aucun document. Voilà.
Merci Jérôme et Marilène, vous avez spontanément répondu. Et Jérôme, la mission locale de Soissons salue ta préparation qui est effectivement conséquente et impressionnante et très intéressante à entendre. Marie. Ah ben Marie, on n'a pas le micro. Bon, moi, de la même manière que Marilène, j'enlève ma main, mais je n'active pas le micro. Du coup, je voulais dire que voilà, c'était nous aussi similaire au niveau de la démarche et de la préparation. Il y a un vrai travail qui a été fait sur la conduction, ou en tout cas le fait de conduire l'audit le jour J de la prise de parole, de qui présente les preuves, qui présente les documents, s'accorder à ce qu'il y ait quand même pas de redondance, mais une prise de parole diverse. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a fait 2 répétitions. Et pour rejoindre ce que Clotaire disait, nous, ça a aussi beaucoup aidé à la cohésion et vraiment à la motivation, le fait qu'on soit tous dans le même bateau et vers ce challenge. Du coup, que ce soit en amont comme lors de la décision qui a été prise, que la mission locale de Strasbourg soit il y a vraiment eu un engouement et ce lien là-dedans. Donc, ça a été très valorisant. Pour les outils qu'on a utilisés, également de la même manière, on avait fait un support de préparation à l'audit où dedans, on avait tous les liens pour les preuves qui seraient éventuellement demandés. On avait également à l'intérieur, on savait pour chaque engagement qui parlait, qui devait prendre la parole, quel argumentaire est-ce qu'il devait déployer à ce moment-là. Donc, on avait très bien calé ça. Le jour de l'audit, on s'est rendu compte que c'était une préparation et qu'on n'allait pas forcément dans cette direction, mais au moins, nous, ça nous a permis vraiment de se briefer et qu'il y ait vraiment toute une cohésion là-dedans. Donc, c'est le document numéro 1 qu'on a utilisé et également à côté un document, ce qu'on a appelé notre manuel label avec les éléments de preuve majeure qu'on a également distribués aux auditeurs le jour de l'audit. Merci beaucoup. Il nous reste une vingtaine de minutes. Alors moi, je vous poserai une dernière question et puis après, on prendra s'il y a des nouvelles dans le fil de discussion. En conclusion, par rapport à du coup tout ce que vous avez vu, alors là, forcément, ça rentre aussi sur le jour de l'audit. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette démarche? Alors, la démarche n'est pas terminée, bien sûr, parce qu'on est sur une démarche d'amélioration continue, je tiens à le rappeler, mais de tout ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous en retenez de votre côté, l'équipe également, peut-être avec vos instances, et donc la structure de manière générale? Oui, Marie-Hélène. Bon, Merci. allez, moi, je veux conclure. Non, c'est une blague. Non, alors, la première chose, bon, ben voilà, on était quand même soulagés et satisfaits de l'audit. En fait, ce qu'on va retenir aujourd'hui, puisque la labellisation est passée et vous avez évoqué en effet le plan d'amélioration continue. Donc, nous, la suite, c'est clairement un séminaire au mois de juin où on va continuer de travailler tous ensemble sur cette stratégie d'amélioration continue. On a sélectionné tout ce qu'on avait trouvé justement tout au long de ce travail qui a été fait en équipe où on sentait que finalement il y avait des choses à creuser sur certaines actions, certaines activités. Et donc, moi, je trouve ça formidable de pouvoir rebondir avec l'équipe aujourd'hui où on était peut-être comme beaucoup de personnes en réflexion par rapport à un réseau pour l'emploi, par rapport à beaucoup de choses, et bien, finalement, ça nous a permis de nous reconcentrer sur notre activité et sur les jeunes et les partenaires de notre territoire. Merci Marie-Hélène. Jérôme, à toi la parole. Ouais, nous, après cette journée qu'on a passée, en fait, quand on est parti déjeuner, déjà, une salariée de l'équipe qui a dit qu'elle était très contente parce qu'en fait, elle trouvait la matinée agréable. Et c'est vrai, je pense qu'on s'était mis aussi beaucoup de pression sur cette journée et de voir que ça se passe bien sur la première demi-journée, ça permet de se dire que l'après-midi va aussi être intéressant. Et justement, en fin de journée, l'état général de l'équipe, c'était une grande satisfaction. Très content de la performance qu'on avait pu produire
soulagé hein, aussi, faut pas se le cacher, parce que ça fait du bien. Et voilà, donc, et puis après, surtout, ce que ça a généré, c'est que depuis, en fait, on continue. On s'étonne à ça. C'est que, au-delà de l'audit et de l'audit passé, on est à se dire, voilà, en fait, il nous fallait des preuves, continuons à faire des comptes rendus, continuons à évaluer notre offre de service. Parce que c'est ça aussi, en fait, le but du jeu, c'est qu'on rentre dans une démarche globale et le sens, il est là aussi pour moi de l'audit, voilà, c'est l'évaluation continue qui suit l'audit, en fait. Et donc, du coup, tout le monde est partant sur ce sujet-là aussi. Merci beaucoup, Jérôme. Nous avons Marie, puis on terminera par Clotaire. En tout cas, sur cette vague. Moi, ce que je retiens, c'est, comme je le disais, l'importance du travail de préparation et tout ensemble. Du coup, vraiment de faire ce travail, ce challenge ensemble. Et du coup, ce qui conduit aussi à la cohésion. C'est vraiment que ce soit le pendant ou à la fin. Et il y a eu un sentiment de fédération où on était vraiment très, très contents de l'avoir fait ensemble. Ouais, c'est ce que je retiens. Mais je ne vais pas être très innovant parce que parlant en dernier, mes collègues ont déjà tout dit. Vraiment ce sentiment de fierté collective, d'avoir été en capacité, et pour nous c'était très important dans un contexte où je pense qu'on l'a tous vécu, où nos équipes se posent des questions sur le sens de ce qu'on fait avec objectifs, chiffres et tout le reste. Et là, de se dire que pour une fois, on ne parle pas de chiffres. On ne parle pas de sorties positives, etc., etc. On ne parle pas d'objectifs, mais on parle de la qualité du travail qu'on fait et on apporte des éléments pour expliquer, valoriser et prouver. Et ça a été vraiment top. Et d'un point de vue, je dirais même managérial pour moi, ça a été super parce que ça m'a permis également de faire intégrer très rapidement certains changements qui n'étaient pas forcément évidents, parce que ce n'était pas la direction qui disait, mais les salariés se sont appropriés en disant, effectivement, en faisant ça, on apporte la preuve de la qualité du travail qu'on mène et de la reconnaissance aussi qu'on peut avoir. Ça a vraiment soudé et fédéré l'équipe et ça a fait découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chacun ce que faisaient aussi les autres. On est sorti de cette espèce de, en guillemets, il y a d'un côté les responsables et de l'autre les conseillers, et puis après les fonctions support, voilà, on ne voit pas ce qu'elles apportent réellement, et puis on ferait mieux d'embaucher plus de conseillers qu'autre chose, fermer les guillemets, même si je ne les ai pas ouverts, et puis surtout une continuité dans la pratique en disant, oui, mais il faut qu'on continue. On ne peut plus s'arrêter en si bon chemin. Effectivement, il faut faire des comptes rendus. Il faut évaluer et valoriser nos partenariats. Il faut se poser la question sur la façon dont on ancre dans le territoire qu'on est un acteur qui est capable d'identifier le besoin des jeunes, d'apporter des réponses, de dire et de justifier ce qu'on fait. Et puis, dernier point de satisfaction, c'est l'implication du CA, parce que c'est des sujets qu'on n'avait pas forcément eu suffisamment l'occasion de porter au niveau des instances de gouvernance, et le fait de se rendre compte qu'on pouvait discuter de ces sujets-là et finalement, parce que dans la thématique numéro 1, c'est l'implication de la gouvernance dans la définition des orientations et dans les discussions et tout ça. Donc, on a bien compris, les membres du CA ont bien compris que leur rôle était aussi d'être force de proposition et d'être impliqué dans les échanges et dans les discussions. Donc, vraiment, hâte de mesurer que entre les intentions de ce qu'on a mis sur notre plan d'amélioration continue et la réalité, on est bien dans la ligne, et donc on s'est imposé tous les mois de faire un point sur la façon dont le plan d'amélioration continue était mis en œuvre, et ça instaure une pratique de travail. Merci beaucoup, Clotaire. Si vous souhaitez, il nous reste une quinzaine de minutes. Si vous souhaitez avoir des précisions sur certains points, n'hésitez pas à les poser là sur le chat.
On a eu une question. Présentation un exemple de présentation pour le jour de l'audit. Alors, vous êtes très chanceux, messieurs, dames, parce qu'on a justement interrogé nos 4 témoins pour savoir si c'était possible de fournir des exemples, ou en tout cas des modèles, des outils qu'ils avaient utilisés. Donc, ils ont répondu par la positive. Donc, on est en train de récupérer là, ces éléments pour que voilà, vous puissiez vous en inspirer, que vous puissiez voilà, vous en servir pour peut-être reconstruire les vôtres, les adapter à vos situations, mais en tout cas vous inspirer de ces pratiques qu'ils ont déjà mis en œuvre et qu'ils ont testées. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, on a filmé, de toute façon, ça je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais là, on a enregistré le webinaire pour que vous puissiez le reconsulter par la suite et puis que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent également en bénéficier. Alors, Clotaire, je ne sais pas si la main levée, c'est en réponse aux questions. Donc, on a eu 2 questions. C'est ça. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Bon. Alors, comment avez-vous préparé votre argumentaire d'audit? Avez-vous eu une trame en amont? Chez nous, ça a été très simple. C'est qu'on a pris ce qui était attendu, comme je disais, la note 4 et 3. Et en fait, l'ensemble des personnes qui étaient présentes ont apporté des éléments de réponse et on a rédigé ensemble. Donc, on a complété les uns et les autres, on s'est challengé. Lorsqu'on était plutôt dans une logique de raconter des histoires plutôt que de prouver, on avait notre référente qui nous dit, mais oui, mais ce que tu me racontes, quand tu me prouves ça? Et donc, ça a créé vraiment un peu cette espèce de truc un peu rigolo où on se challengeait. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit critère par critère. Et quand, sur certains points, on était un peu sec, on a mis en stand-by en demandant qu'à la prochaine rencontre, on puisse solliciter les autres collègues ou ses collègues pour venir compléter ces éléments. Donc voilà comment nous, tout simplement, on a fait. Et en termes de trame, ça a été vraiment, on lit la question, on lit ce qui est attendu et on dit ce qu'on pourrait dire oralement le jour de l'audit et la preuve concrète et factuelle qu'on peut apporter. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je crois, c'est pas Marie, c'est qu'en faisant ça, même quand les personnes étaient inquiètes en disant « mais est-ce que le jour J, je vais être en capacité de le dire ?» Moi, je leur ai dit « vous pouvez venir avec vos anti-sèches, vous pouvez même lire ce que vous avez envie de dire si ça vous rassure, parce qu'il fallait beaucoup rassurer. » Et le fait d'écrire ensemble ce que chacun devait pouvoir répondre en fonction de la question qui lui était posée, en répartissant les tâches en disant le directeur il parle pas tout le temps, le responsable il parle pas tout le temps, et puis quand un collègue parle on n'interrompt pas, on parle pas à la place du collègue. On ne complète surtout pas ce que le collègue dit parce que quelquefois on peut rajouter des choses qui n'ont pas de lien avec l'idée du collègue. Par contre, on peut rappeler au collègue qu'il a oublié de parler de ça, et ce qui fait que le collègue rebondit. Donc, on a aussi mis ces petites règles-là, parce qu'on est aussi fort pour se contredire entre nous et se tirer quelquefois des balles dans le pied. Donc, on a mis cette petite règle de jeu, en disant, je parle d'une thématique, si je n'ai pas dit tout ce qui était prévu, par exemple, quelqu'un peut dire, tiens, est-ce que tu peux rajouter, tu sais, la dernière fois, tu m'avais expliqué ça, et donc le collègue rebondit. Donc, on a mis ces petites règles-là pour que ce soit vraiment fluide. Voilà. Merci Clotaire. On avait Jérôme également qui voulait rebondir. Ouais, sur la méthode, on a fait un peu comme Clotaire a fait, c'est-à-dire qu'on a pris tous les critères, un par un. On a visé aussi le 3-4 et on a été regarder dans les textes en fait des phrases des 3 et des 4, ce qui était possible de prouver, enfin de ce qu'on avait dans les preuves, ce qui nous a permis de faire un tri par rapport à ce qu'on avait. Et puis en fait, ça a été de construire ce support en fonction du critère. Par exemple, si je prends au hasard le critère 5, critère 5 il y avait 4 preuves, ça faisait C5 preuve 1, donc P1, l'item c'était ça, et un petit bout de texte en dessous pour se dire, voilà, je vais à l'essentiel pour expliquer ce que c'est que cette preuve. La démarche qui était derrière, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on avait un diaporama avec 4 preuves par critère. On ne déroulait pas les 4 preuves. C'est-à-dire que nous, on a proposé aux auditeurs
de choisir parmi les 4 preuves qui étaient possibles à présenter ou dans celles qui étaient dans le classeur qui étaient derrière. Et en fait, ça permet aussi de montrer voilà, qu'on est en mesure aussi de rebondir sur tel ou tel encart présenté à un écran. Voilà. Après, contrairement à Clotaire, par contre, on avait bien un script de dialogue. Donc voilà, une personne était référente du critère, donc parlait du critère. On ne rajoutait pas quelque chose. On ne contredisait pas, parce qu'il y a le risque, comme tu le disais, de vouloir dire tiens, je vais rajouter ça, ça va être sympa, et puis pas de bol, quoi. C'est ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Par contre, voilà, on rajoutait pas, on suffisait. Et on demandait toujours voilà, est-ce que ça vous va pas, vous voulez voir autre chose, mais on rajoutait pas. Nous, c'était notre fonctionnement. Voilà, c'était différent sur ce bout-là. Alors, effectivement, avant de passer la main à Marilène, comme vous avez pu le voir, là, déjà, on a 4 interventions et ils n'ont pas tous fonctionné de la même manière. Donc, effectivement, tous n'avaient pas forcément de script ou cette espèce de répétition. Chacun, l'idée aussi de vous faire ce webinaire, c'est de vous donner des idées. Alors, bien sûr, pas de pression sur ils ont fait comme ça, il faut que je refasse comme ça. C'est vraiment pour vous aussi vous permettre d'avoir l'inspiration. Oui, Marilène. Bon, cette fois-ci, j'ouvre bien mon micro et je retire ma main. Oui, je rebondis toujours sur les questions. L'histoire du témoignage. Alors, moi, je n'utiliserai pas ce mot témoignage parce que pour moi, tous ceux qui étaient autour de la table au niveau de l'audit, ils représentaient finalement l'organisation mission locale et ils n'étaient pas témoins d'une activité particulière, même si on sait que finalement, ils avaient quand même une sensibilité dans leurs compétences ou leur domaine. En fait, moi, je vais prendre l'exemple de ma structure. Donc, je t'ai dit au début, territoire rural. Au début, quand j'ai eu l'auditeur plan d'audit, il me dit ça serait peut-être bien d'aller voir une permanence. Je dis pas de souci. Quel jour vous venez déjà? Oui, d'accord. Donc, c'est 1h30 de route aller-retour. Oh, aïe. Donc, en effet, pas de déplacement sur une permanence. Donc, de ce fait, on a fait le choix de proposer aussi au moment du plan d'audit de dire écoutez, pour moi, en tout cas, de toute façon, je m'y attendais. Ça faisait partie de la démarche de labellisation avec cette ruralité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'une conseillère de territoire soit présente pour non pas témoigner, mais expliquer comment fonctionnent les permanences de la mission locale. Voilà. Autre témoignage, on a été à un moment donné, puisqu'on a un pôle média jeune, sur des vidéos. Mais c'était plutôt pour montrer aussi, lors d'un forum emploi ou autre, à l'appui d'une vidéo, montrer ce qui s'y passait. Écoutez, et puis la dernière, alors, parce que c'est drôle quand même, donc pas de vacances derrière, juste le lundi, puisque nous, on a fini le vendredi soir, on était morts et donc on n'est pas allé boire un coup ensemble. Mais le lundi, c'était notre réunion d'équipe et avec le président, on a tous bu à midi ensemble à cette réussite parce que bon, on avait bien compris à l'issue, même si on ne sait pas, on ne connaît pas la note à la fin, on avait bien compris quand même à la fin de l'audit que c'était plutôt bon pour nous. Du coup, Madame, alors je suis désolée si on écorche les noms, Stengel a précisé qu'elle pensait plutôt à des vidéos de jeunes. Si dans votre idée, c'est le témoignage de jeunes pour confirmer, on va dire, des critères, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut aller. En tout cas, je suis pas sûre de l'interprétation de votre question, mais en tout cas, si c'est ça, non, c'est pas forcément l'idée de mettre des témoignages de jeunes qui pourraient dire oui, effectivement, mon conseiller a une posture comment dire, de tenir conseil. C'est pas vraiment ça. Je pense que c'est pas forcément l'élément de preuve qui serait le plus pertinent. Non, on est vraiment sur de la réalisation. Voilà. Pour insister, c'est de la réalisation. Donc, un témoignage de jeunes, c'est ponctuel, c'est sur une action. Enfin, moi, je pense que ça, en effet, comme vous, Sonia, ça marche pas, quoi. C'est vraiment sur une action, autre chose, comme on pourrait montrer une photo ou autre, mais sur tout l'accompagnement, on n'est pas sur du témoignage. Voilà, avec toutes les réserves qu'on peut prendre, parce que bon, comme évidemment c'est la question qu'on lit, on interprète un peu comme on peut, mais en tout cas, a priori, si c'était bien ça la question, non, je pense que ce n'est pas suffisant. Écoutez,
on a respecté le timing. Merci encore à tous. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est enregistré, donc le temps qu'on le mette en ligne, vous pourrez revoir ces échanges. Je remercie bien sûr tout particulièrement nos 4 intervenants. Merci Marilène, Marie, Jérôme et Clotaire pour vous être prêtés au jeu et également d'avoir accepté de nous transmettre quelques exemples de vos outils. Merci à vous tous pour votre connexion. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et donc, on a hâte de vous retrouver pour une prochaine occasion. Merci à vous beaucoup. tous. Merci à tous. Merci, au revoir.